Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans cette émission à la lumière de l'actualité. Comme vous le savez, à la lumière de l'actualité vous permet d'être éclairé sur des questions d'actualité de notre pays, mais également ça vous permet d'entrer en connaissance des hommes politiques ou entrepreneurs de notre pays, des élites de notre pays, pour pouvoir savoir un peu plus sur eux, sur ce qu'ils font. Alors, comme aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous un cadre politique, mais également un entrepreneur. Il va se présenter. Il s'agit de Monsieur Achille Banvoura qui est là. Bonjour, Monsieur Achille. Bonjour, Monsieur Obed. Première question, on la pose à tous nos invités. Qu'est-ce qu'on peut savoir de Monsieur Achille? Votre présentation, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, en fait, au-delà d'être un acteur politique, parce que je suis membre de l'UDPS, je fais partie du corps d'élite scientifique de l'UDPS. Je suis employé dans une entreprise de la place où j'ai évolué presque pendant toute ma carrière dans cette entreprise-là. Je suis un cadre de haut niveau, directeur financier. Et en dehors de ça, on s'occupe du quotidien de notre nation, de notre population. Ok, puisque je vous ai présenté comme étant entrepreneur, vous êtes également dans l'entrepreneuriat. Comment vous vous êtes retrouvé là? Bon, au-delà d'être employé cadre dans une entreprise, je dirais que je suis employeur aussi. Parce que, de par ma profession, en dehors de cela, je fais la pisciculture. Je développe la pisciculture et puis l'élevage. Ça, c'est vraiment en dehors de ma carrière professionnelle. On va en parler peut-être à la fin, puisqu'il s'agit de l'actualité. Avant d'arriver à l'entrepreneuriat, j'aimerais quand même que vous nous aidiez à connaître votre histoire dans la politique. Comment vous vous êtes retrouvé en politique, vous qui êtes au cadre dans des entreprises? Cela ne vous suffisait pas, il fallait que vous entriez dans la politique. Parlez-nous un peu de cette histoire de vous dans la politique et plus particulièrement votre arrivée à l'UDPS ou votre adhésion plutôt. Bon, en fait, la politique, c'est comme on le dit, s'intéresser à la politique ou pas, la politique s'occupe de vous. Oui. Mais tel que, vous vous souvenez, depuis les années 88, il y avait la lutte acharnée de l'opposition, incarnée par notre sphinx, Étienne Tshisekedi Mulumba. En cette période-là, j'étais encore étudiant et je militais dans l'UDPS déjà à cette époque-là, dans une cellule de Salongo, l'ELMA. Et il faut comprendre une chose, si on était dans l'UDPS, nous, à cette époque-là, ce n'était pas donc pour avoir des postes ou ceci, cela. Non. C'était une passion naturelle. On devrait se battre pour les gens de notre pays, donc pour que notre pays puisse être considéré dans le concert des nations comme tout autre pays. Que notre pays soit respecté. Que la démocratie puisse s'installer aussi dans notre pays. Raison pour laquelle nous sommes retrouvés à l'UDPS. Contrairement à ces jours où les gens se plongent dans la politique, peut-être donc pour chercher un poste, à améliorer son ventre ou cela. Pour nous, ce n'était pas le cas. On a lutté à l'époque où l'UDPS, avec le président Étienne Tshisekedi Mulumba, il y avait des patriarches Liaou, il y avait le papa Mbouakem et toute autre personnalité que vous connaissez dans l'histoire de l'UDPS. Et alors, à un moment donné, on devrait refaire le secrétariat général de notre parti et former aussi le comité national. À cette période-là, il y avait quelqu'un qui m'accompagnait et qui s'appelait monsieur, il était de
originaire de Kwamotu. On était ensemble avec lui. Et nous, on avait milité donc, du côté de secrétaire général Adrien Pongo. Okay. Parce que là, il s'est battu contre le général Molongia. Alors, en fin de compte, c'est Adrien Pongo qui avait remporté. Et on a constitué l'équipe du comité national. Et à cette époque-là, je faisais partie du comité national à l'époque d'Adrien Pongo, qui avait comme directeur de cabinet M. Mandem, paix à son âme, et l'ancien secrétaire général. Mais au-delà de ça, on était là, pas comme je l'ai dit, pas pour acquérir des postes, mais on défendait les intérêts du pays. Okay. Mais tout en ayant une profession. Et c'est là où j'ai fait ma carrière. Et au fil des années, je me suis quand même intéressé et dit, bon, les années avancent, le pays a été presque sur le point de ne plus être considéré comme un État. Alors je devrais devenir très actif en politique. Vous avez dit que ce n'était pas pour remplir son ventre, c'était par passion politique. Mais vous ne voyez pas qu'à l'époque, l'IDPS était plus dans l'opposition. Et dès alors, il est maintenant au pouvoir, il a un président de la République qui sort de là. Vous ne voyez pas que tout peut changer. Hier, c'était pour la passion, chercher le pouvoir. Aujourd'hui, il y a le pouvoir et nous tous, on doit entrer dans les affaires. Il faut quand même accepter ces différences de choses. Oui, je suis, vous pouvez avoir raison, mais pas totalement sur toutes les lignes, parce que chaque chose a son temps. Vous comprenez? Chaque chose a son temps. Si hier on était sympathisants, mais maintenant on dit nous devons prendre les responsabilités. Et ces responsabilités-là, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi est une réponse divine pour la RDC. Avoir, de par sa vision, c'est un modèle pour l'Afrique, pour l'émergence de toute l'Afrique. D'ailleurs, vous le savez bien, on le disait, la RDC a la forme d'un revolver, dans la galerie. L'Afrique a la forme d'un revolver. Voilà, donc c'est-à-dire le développement de toute l'Afrique peut provenir de notre pays. De notre pays. Mais nous avons eu des dirigeants qui ont détruit ce pays à fond et à comble, au point que le Congo était sur le point de ne plus être considéré comme un État. Mais voilà, Fachi est venu avec une vigueur, avec une ferme volonté de reconstruire, de refaire tout en République démocratique du Congo. Alors il faut avoir des personnes conscientes. Il faut avoir des personnes conscientes. Et chacun maintenant va essayer de se faire valoriser. Qu'est-ce qu'il peut amener comme produit auprès du président Félix pour l'émergence de notre pays? Puisque vous parlez du président Félix Tshisekedi, il était le week-end dernier, il a fait 3 jours en Bujumbura au Conseil central. Il était comme ça invité au jubilé d'argent de Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. C'était comme ça au stade de Kachala Bonzola, où il avait tenu un discours très captivant qui a fait la une des actualités juste après, jusque-là. J'ai répertorié quelques extraits que je vais vous les répéter. Question d'analyser ce qu'il a pu dire. Je commence par ces premiers extraits. Le chef de l'État avait dit: j'ai fait de mon mandat à la tête de mon pays un mandat pour lutter contre les antivaleurs. Selon vous, il a raison, le chef de l'État, depuis qu'il est à la tête du pays, il a lutté, ou sa lutte est noble, cette lutte contre les antivaleurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Il a totalement raison sur toutes les lignes. Il a totalement raison. Vous savez, quand nous parlons de la destruction de notre pays, ce ne sont pas des étrangers qui sont venus de quelque part pour détruire le pays. Ce sont les Congolais eux-mêmes, les fils congolais, qui se sont mis à l'œuvre, servir les ennemis du peuple congolais. Et ils étaient là donc pour se servir.
Il n'imaginait rien pour le pays. À chaque matin, il se réveillait avec de beaux discours. Mais ce qu'il faisait, c'était tout à fait le contraire. Il peut vous parler de la démocratie parce que le tout, pour de mauvais dirigeants, on copie l'Occident. Mais quand ils copient l'Occident, ils font le contraire de ce qu'ils ont copié à l'Occident. Vous voyez? Oui. Alors, allons-nous considérer ces gens-là comme étant des antivaleurs. Des gens qui ont des valeurs? Non, ils n'ont pas de la valeur. Ils n'ont pas de la valeur. Hein? Ils sont en train de s'enrichir eux-mêmes. Ils sont là pour leur ventre et pour leurs amis. Et ils s'en foutent de la population, ils s'en foutent de l'avenir du pays. Aujourd'hui, je peux vous dire que quand vous voyez notre génération ici, mais le peuple congolais est devenu plus esclave que les vrais esclaves à l'époque. Okay. Ils sont esclaves dans leur propre pays. Mais qui le font? Ce sont les Congolais eux-mêmes qui n'aiment pas leur pays. Aujourd'hui, donc, on a amené la pauvreté dans le pays, on a appauvri la population congolaise, on a instrumentalisé la population, on a aliéné la mentalité du peuple congolais où les gens jurent sur l'inversion de valeurs. On trouve ce qui est bien, on prend ça pour le faux, le mal, et le mal pour le bien. Au point qu'aujourd'hui, je pense que les gens sont devenus plus pauvres que leurs parents. Nos parents, hier, ils ont vécu dans de bonnes conditions, même ceux qui ont vécu à l'époque coloniale. Mais aujourd'hui, en tout cas, la majorité des Congolais vivent la pauvreté plus que leurs arrière-parents. Et voilà pourquoi le chef de l'État a dit qu'il a retrouvé le pays dans un immense gouffre. Il s'est donné cette mission de pouvoir lutter contre cela. Donc, en vous entendant répondre à cette question, c'est que vous soutenez ce que le président avait dit. Tout à fait, okay. Tout à fait, tout à fait. Un homme sérieux, crédible, qui a... La corruption par-ci, par-là et tout ça. Ce sont des antivaleurs que le président de la République est en train de combattre. Tout est à reconstruire dans notre pays. Tout est à reconstruire. À part cet extrait, il y a un deuxième extrait que j'avais comme ça enregistré. Ça part de l'Église en général, et plus particulièrement de l'Église catholique. Le chef de l'État a dit que l'Église catholique doit être au milieu du village et des Congolais, puisque selon lui, il a constaté qu'une partie de prêtres ont pris position, ils ont pris parti certains hommes politiques. Il y a même le secrétaire général Augustin Kabouya qui en a parlé, c'était hier, à la matinée politique de l'UDPS, qu'il a même cité le cardinal Ambongo et puis Monseigneur Cholet, Donatien Cholet. Il a dit qu'ils sont soutenus par certains hommes politiques, ils sont soudoyés, c'est ça le terme qu'il avait utilisé. Qu'est-ce que vous pouvez dire, votre point de vue par rapport à ce que le président avait dit concernant l'Église catholique? Le discours du président de la République a été clair. Okay. Nous devons retenir une chose, il n'est pas allé, il n'a pas contourné ce qu'il a dit, donc c'est une réalité. Si nous voyons l'Église, l'Église c'est une institution divine. L'Église doit rester au milieu du village, comme l'a dit le chef de l'État. Retenez aussi que l'Église n'est pas là pour faire la politique. L'Église ne peut pas s'ingérer dans la politique de l'État du pays. Non. Mais comment elle s'est retrouvée là en politique? Dire encore que il y a des antivaleurs, c'est un peu trop dur, mais est-il que l'Église s'est mal comportée. Okay. L'Église se comporte mal. Pourquoi? Parce qu'il prend parti. Normalement, l'Église dans un pays est là donc pour conduire les âmes. Conduire les âmes, donc, c'est-à-dire amener la population, les citoyens, à vivre correctement. Okay. Et vivre correctement, là, veut dire quoi?
ils doivent avoir donc tous les caractères de bons citoyens. Et ils doivent servir l'État. Ils doivent servir sa nation. L'Église doit appuyer le pouvoir de l'État. Ok. Si là, parce que normalement l'Église doit toujours donc se placer du côté du plus faible, mais il ne gère pas la République, mais il est là pour conduire les armes, et puis il peut formuler peut-être des remarques s'il y en a. Mais l'Église ne peut pas se mettre du côté de malfaiteurs ou bien de gens qui cherchent à comploter contre le pays. Là, ça devient une aberration, et puis c'est contre même la volonté de Dieu. L'Église dit que la population n'est pas d'accord avec ce que le président et tout son gouvernement sont en train de faire. Voilà pourquoi ils sont du côté de la population, mais d'autre côté aussi, il y a des gens qui se posent la question, est-ce que c'est toute la population qui est contre le président de la République? C'est ça aussi la question à se poser. Mais je ne sais pas de quelle population l'Église est en train de faire allusion. Qui ne connaît pas que ces pays étaient objet d'un complot international? Il y a eu des traîtres dans le pays, notre pays a été infiltré, notre pays était sur le point d'être balkanisé. Mais n'eût été les efforts du président de la République, avec son lobbying, avec sa volonté ferme de chercher à reconstruire ces pays seraient déjà balkanisés. Le M23 serait déjà à Kisangani ou ailleurs. Hein? Mais si l'Église doit raconter, moi je pense c'est de n'importe quoi. Parce que l'Église est là pendant qu'on a tué des gens ici à Malou, à l'époque, régime passé. Est-ce que l'Église a-t-elle dénoncé ça, soit à la communauté internationale, soit à la communauté tant nationale qu'internationale? Non. Alors, qu'est-ce que nous allons dire? Il était des mèches, il était de connivence avec le régime passé. À l'Est, il y a des tueries. Aujourd'hui, nous comptons des millions de personnes. Est-ce que l'Église catholique est déjà montée au créneau pour dénoncer ça sur le plan national et international, voire même demander la poursuite de gens qui ont organisé des massacres? Il ne le fait pas. Ça, c'est de la pire distraction. Donc, ils doivent éviter les jeux qu'ils sont en train de jouer là. Ça, c'est dangereux. S'ils sont là vraiment pour les armes, pour le peuple congolais, ils doivent se mettre au milieu du village. Ils doivent prier Dieu pour que l'État puisse bien s'organiser, afin de pouvoir émerger le pays. Okay. Vous voyez? Ouais. Mais l'Église ne peut pas être en connivence avec les ennemis. Ils cherchent toujours de petits mots. Tous les biens que le président est en train de faire, on n'en parle pas. Mais je sais que non, pour tout. C'est comme si l'Église faisait partie de l'opposition. Bien sûr. Et puis de quelle opposition? Vous vous souvenez, le président Etienne Tshisekedi disait, le jour où l'UDPS sera au pouvoir, l'opposition n'existera pas. Aujourd'hui, vous allez parler de quelle opposition? Quelle opposition? Vous allez me parler de l'opposition du régime passé. Mais mon cher ami, nous devons quand même être sincères vis-à-vis de nous-mêmes et nous devons quand même être sérieux. Vous savez qu'aujourd'hui, le plus grand donneur de leçons sont aujourd'hui les gens qui ont détruit le pays hier, les gens qui ont volé les biens de l'État, les gens qui ont spolié la République, les gens qui ont été hier des mercenaires financiers de ces pays commencent à donner des leçons à ceux qui sont en train de diriger. Mais qu'avez-vous fait? Et pendant tout ce temps-là, l'Église catholique fait ce
Voilà, on va changer de chapitre, on ne va pas seulement rester là. Parlons du chef de l'État et de son bilan, puisque nous sommes à quelques mois des élections, quand même il faudra dresser un bilan du chef de l'État. Est-ce que, selon vous, vous pensez que le bilan du chef de l'État est positif et que ce sera convaincant face à la population? La population dirait que non, le chef de l'État a accompli telle chose et je me trouve dans la liberté de lui offrir un second mandat. Voyez-vous cela comme ça? Ou il y a encore des choses à faire, le président n'a pas tout fait? Comme je l'ai dit, je l'ai évoqué tantôt là, le président Félix Tshisekedi était une solution, une réponse qu'il faut pour notre pays. Et pendant les 4 ans de son mandat, je dirais que son mandat est largement positif. Pourquoi? Notre pays a été presque vendu, je peux le dire. Un pays géré par les infiltrés, les gens qui ne sont pas de la nationalité congolaise. L'armée qui a été dirigée par les étrangers. Et on les prenait pour les Congolais. Est-ce que tout le monde a travaillé pour le bien-être du Congolais? Non. Ils avaient d'autres agendas. Alors, je peux comparer la République démocratique du Congo de son temps-là comme étant cet immeuble, mais qu'on a détruit. On a amené les bulldozers. À l'espace de 4 jours, on a tout démoli ici. Mais pour refaire ça, parce qu'on a détruit ça en 4 jours, pour refaire cet immeuble, ça vous prendra combien de temps? Et comment reconstruire ça? Il faut commencer par des bases solides. Donc ce n'est pas du lendemain, ce n'est pas par une baguette magique que immédiatement les choses vont automatiquement changer. Il faut qu'il y ait un départ. Alors n'oublions pas que le pays a été creusé pendant plus de 18 ans par le régime passé. Alors par rapport aux initiatives et la vision du président Félix, je réitère encore que le mandat du président a été positif. Et je peux résumer ça sur plusieurs plans. Allez-y. Je prends d'abord sur le plan politique et sécuritaire. Le président a replacé la politique de la RDC dans le concert des nations, chose qui n'existait plus. Et en un rien du temps, il a présidé l'Union africaine, la CAC, la SADC, et le pays a même intégré la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et le président a permis le retour des exilés politiques dans le pays. Donc Moïse Katumbi qui fait maintenant partie de l'opposition. Les exilés politiques sont rentrés, ils sont libres. Mais à l'heure actuelle, vous pouvez me citer une seule personne qui s'est exilée aujourd'hui sous le mandat du président Félix Antoine Tshisekedi. Il n'y en a pas. S'il y a quelqu'un qui se retrouve en exil aujourd'hui sous le mandat du président, il faut retenir que c'est un ennemi du Congo. Quelqu'un qui a fait du mal au pays et de lui-même, il sait que comme on est en train de restaurer la justice sera derrière moi, il va se retrouver en dehors du pays. Toujours sur le plan de la politique, il a eu la volonté ferme d'améliorer la justice de notre pays. Aujourd'hui, le président n'interfère pas dans le choix de justice. Vous avez commis des bavures quelque part, il a des rapports dit la justice doit faire son travail. Elle est autonome. Et ils sont en train de travailler. Il a même nommé des nouveaux magistrats récemment. Tout à fait. Alors, le combat, il est en train de combattre pour ramener la paix durable à l'est de la République. Sinon, avec tout ce qui s'est passé, peut-être donc c'était l'agenda des malfaiteurs du Congo, mais ils n'ont pas pu
donc exercer ou soit atteindre leurs objectifs. C'est par les efforts politiques de notre président. Il a convaincu le monde entier de l'agression rwandaise et du groupe terroriste armé M23 à l'est du pays. Alors qu'à l'époque, depuis des années, le Rwanda n'a jamais été condamné pour ça. Et personne n'a jamais dénoncé ça. Personne n'est là d'ici haut, comme lui. Personne, personne. Mais avec Félix, il a démontré à la face du monde entier que le Rwanda était agresseur du Congo. Et le monde a accepté ça au point que le Rwanda est condamné pour ça. Et petit à petit, nous savons que les choses vont s'améliorer parce que donc ici, là, nous avons déjà, on parle déjà du cantonnement du 1-23. C'est déjà un départ. Comme c'était un mauvais calcul des malfaiteurs du Congo, si le président Félix n'avait pas cette ferme volonté-là, le Katanga serait pris. Le Kisangani donc serait déjà donc tombé. Mais voilà, jusqu'à l'heure actuelle, ces gens-là n'ont pas pu progresser. Ce sont les efforts du président. Là, je parle donc sur le plan politique. Allez-y rapidement. Sur même le plan politique, le président est resté ferme au respect du cycle électoral qu'il est en train de respecter. Donc, ça, ce sont les quelques éléments sur le plan politique. Et quand je prends donc sur le plan éducatif, il a activé la gratuité de l'enseignement primaire. L'ancien régime avait rendu très pauvre la mentalité des jeunes, où les jeunes se sont transformés en Koulouda, ils n'avaient plus besoin d'étudier, alors que l'avenir du pays dépend de la jeunesse. Et dès lors qu'il y a une gratuité de l'enseignement, les parents ont eu l'occasion encore de pouvoir remettre leurs enfants sur le bon ça diminue la charge des parents. Voilà. Alors, il y a des constructions des écoles modernes actuellement. Je peux vous citer l'exemple de Camp Tchatchik, vous le savez, pour ne pas parler de ce qui se trouve encore à l'intérieur. Et le président, avec toujours par sa vision, il a rendu viable les espaces universitaires. Quand vous voyez les immeubles, maintenant ils sont modernisés. Il y a une modernisation dans les cités universitaires. Prenez l'exemple du campus, prenez l'exemple de l'université pédagogique nationale. Pédagogique nationale. Donc ce sont des exemples. Et je peux aller sur le plan de infrastructure. Vous avez le projet à la base des 145 territoires où aujourd'hui on est en train de construire dans le champ. Parce que les territoires, c'est la base même. Pour voir l'image de Kinshasa, c'est à travers cette base. Le pays est développé ou quoi? C'est à partir de la base. Donc, dans les différents territoires aujourd'hui, on est en train de construire des bâtiments administratifs, on est en train de construire des écoles, on est en train de réaménager aussi, de réfectionner d'autres écoles, on est en train de construire des centres de santé dans plusieurs points. Je prends même l'exemple dont je vois donc à Monaco, où les parents, les vieux papas, qui sont en train de dire à leurs enfants, nous n'avons jamais vu ça depuis que nous sommes nés. L'homme colonial était là, il y avait des anciennes bâtisses, mais depuis des décennies, plus de 30 ans, nous n'avons pas vu quelqu'un qui devait se lever un matin comme ça, et on commence à ériger des bâtiments administratifs. On commence à réfectionner des écoles. C'est une nouvelle. Donc ça prouve à suffisance que le président a la volonté de développer notre pays et d'une manière durable et d'une manière considérable. Il y a la construction de grandes artères dans la ville de Kinshasa. Rapidement, puisque nous courons derrière. À Kinshasa comme ailleurs. À Kinshasa, d'ailleurs, je ne peux même pas citer, vous avez le boulevard qui quitte là-bas, qui relie plusieurs communes. Vous avez les Elengesa, et puis vous avez
d'autres voies de communication qui sont en réhabilitation. Il y a la réhabilitation de grandes routes à l'intérieur du pays, au Katanga comme à Lualaba, ainsi que dans d'autres provinces. La construction des centres médicaux modernes. Vous avez l'exemple des Kanchak, parce qu'il faut citer, il faut prêcher par les exemples. L'hôpital général ex-Mamaem est en train d'être modernisé, chose que nous n'avons jamais vécue dans ce pays. Alors, il y a la construction des aérogares modernes à travers la République. Nous avons aussi la construction du grand port maritime au niveau de Banane. Et les travaux vont bon train. On retient que le président a réalisé plusieurs choses. Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire même que ce soit même sur le plan économique, c'est-à-dire si nous devons détailler ça, on peut passer 24 heures ici pour énumérer les réalisations. D'accord. Alors, on va changer des chapitres. On va parler élections maintenant. Il y a Denis Kadima, qui est le président de la CENI, qui a rassuré que la CENI pourra organiser les élections dans le délai constitutionnel. Mais il y a toujours des gens qui en doutent. Si une partie de l'opinion dit que ce sera impossible, quelques experts des élections qui ne sont pas de la CENI disent que ce sera impossible que la CENI puisse organiser les élections dans le délai constitutionnel. Vous n'êtes pas de la CENI, vous êtes un acteur politique, mais est-ce que vous croyez aux élections cette année, le 20 décembre 2023? Mais pourquoi pas? Je dois croire à ça parce que je fais confiance à notre président de la République. Okay. Donc c'est pas lui qui est président de la CENI? Non, la vision d'abord. Okay. La CENI n'est pas la République démocratique du Congo. C'est une institution en République démocratique du Congo. Une institution indépendante. Qui est indépendante et autonome. Vous voyez, le président dit, c'est un véritable démocrate, bien rodé dans le parti politique UDPS, le feu Étienne Tshisekedi ou à Monumba. Il a dit qu'il doit respecter le délai constitutionnel. Et je ne vois pas pourquoi les gens doivent accuser à tort que les élections ne vont pas avoir lieu. Non, mais ils ont donné des raisons, le conflit sécuritaire, la guerre à l'Est. Cette partie de la population ne pourra pas voter. Notre secrétaire général, Augustin, a toujours répété, martelé, il ne faut pas suivre ces gens-là. Ils ont peur des élections. Ils ne se sont pas préparés. Ils n'ont pas eu le temps de se préparer parce qu'ils avaient d'autres agendas. Et croyant peut-être que le président allait déroger donc pour trouver encore des alibis comme eux de fuir les élections. Mais vous parlez de la situation sécuritaire au pays. Mais en 2018, nous sommes allés aux élections présidentielles, législatives nationales et provinciales. Yumi avait voté au même moment. Vous savez ce qui s'est passé à Yumi? Je ne sais pas si vous avez une mémoire sur ça. Est-ce que Yumi avait participé aux élections au même moment que tous les autres territoires? Vous connaissez la situation qui était à Beni. Est-ce que Beni a passé aux élections au même moment que tous les autres territoires? Ça, ce sont des alibis, ce sont des faux fouillants. C'est comme je vous ai dit, les vaincus d'hier veulent devenir des grands donneurs de leçons aujourd'hui. Ils doivent quand même regarder le rétroviseur. Le président a la ferme volonté que nous puissions aller aux élections. La CENI n'a pas dérogé à ça. La CENI qui conduit les élections, il dit elle est prête pour les élections. Elle va tout faire pour que les élections puissent avoir lieu. Mais quelle est votre affaire dans ça? Quelle est votre affaire dans ça? Dans ces élections. Donc, je pense que ce sont des alibis. Les gens ne se sont pas préparés. Et ils savent aujourd'hui, devant le président Félix Tshisekedi, Antoine Tshisekedi Tshilombo, il n'y a personne qui peut faire face. Vous croyez à ces élections, vous serez également candidat à Bolobo, vous l'avez dit, au Maïndombe.
cette province du Maïndoum est considérée comme le fief unique du gouverneur Jean-Tini Ngobila. Est-ce que vous, en tant qu'acteur politique de l'UDPS, croyez-vous que vous allez offrir au parti un siège dans cette province du Maïndoum? Vous m'étonnez. Je ne suis pas là pour parler des gens, mais nous devons parler de la réalité de ce qui se passe. Exactement. Hein? Ouais. Le Maïndoum n'est pas l'apanage de qui que ce soit, non. Parce que vous avez cité notre frère, le gouverneur Jean-Tini Ngobila. S'il avait l'impérium dans le Maïndoum, en quelle période? En quel régime? C'est là qu'il faut se poser la question. C'était dans quel régime? Il fait également partie de l'actuel régime. Peut-être qu'il je peut garder ne cette me souviens pas, notoriété. mais aujourd'hui là, il n'y a personne qui peut qui peut se prétendre avoir le monopole de Maïndoum. Okay. Vous comprenez? Oui. Si ce n'est pas l'UDPS. Et là, je veux parler de Maïndoum, mais précisément de Bolongo. Envoyer des gens. Envoyer des gens. Dans le territoire de Bolongo, c'est l'UDPS ouvert. Okay. Les gens vont aller corrompre les gens, ils font de n'importe quoi. Non, la population est sereine. Ils ont dit, maintenant que nous avons Félix au pouvoir, nous tous, nous allons travailler pour gagner avec l'UDPS. En dehors de l'UDPS, à Bolongo, je ne vois pas quelle organisation politique ou regroupement politique qui pourrait faire face à Bolongo. Donc vous êtes prêt? Moi, je ne peux pas, au lieu que je puisse nous parler, il faut demander plutôt aux gens et aller sur le terrain, aller vérifier. Okay. Aller vérifier sur le terrain. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Dans quelques minutes, là, si vous pouvez lancer un message à tant que candidat dans cette circonscription de Bolongo, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'émission, par rapport au président de la République, par rapport à tout ce qui devrait être fait? Voilà, le message est tel que la population de Bolongo, en particulier de la province de Maïndoum en général, doivent continuer à rester du bon côté. Et le bon côté, c'est où? C'est à l'UDPS, sous la direction de notre secrétaire général Augustin Kabouya. Le Maïndoum est une province comme toute autre province. Mais je vous informe que depuis que la province de Maïndoum a existé, elle est restée enclavée. On avait des routes qui reliaient la province de Maïndoum avec Kinshasa, mais ces routes n'existent pratiquement plus. Il y avait des routes qui reliaient la province de Maïndoum avec l'Équateur, ça n'existe plus. Il y avait des routes qui reliaient Maïndoum par Oshwe avec le Puilou et consorts, ça n'existe plus. Mais qu'est-ce que ces gens-là, ceux qui ont géré pendant 18 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps? Tout ce que je peux demander est que notre population, qui est en majorité UDPS, puisse garder le cap et se préparer davantage pour les élections au mois de décembre, afin que nous puissions arriver à donner un second mandat au président de la République, donner une majorité réelle de l'UDPS au Parlement, à l'Assemblée nationale comme aux assemblées provinciales. Okay. Et là, ça permettrait au président de la République de pouvoir bien asseoir sa vision pour le mandat à venir. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir, M. Achille Bonfoura, et merci à vous,
mesdames, messieurs, vous qui nous avez suivis, c'était à la lumière de l'actualité. Nous avions reçu M. Achille Bonvoura, acteur politique et entrepreneur. Alors, vous n'avez qu'à vous abonner, à partager l'émission si ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité, avec de nouvelles actualités. Alors, je dis merci à Regan Luzietto, Karnik Mouya, Serge Machini et Hardy qui avaient comme ça, qui étaient là plutôt à l'équipe technique. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci, monsieur.